Allez, sans plus attendre, on va commencer avec DataVault. Le petit nouveau qui est arrivé chez nous, c'est tout simplement un stockage qui va en fait, en plus des stockages que vous connaissez déjà. Donc, c'est tout simplement une association entre Vim plus Microsoft. Donc, vous avez dû certainement voir au travers du web un investissement fait de Microsoft chez Vim et donc dont notre patron vient directement de chez Microsoft. Et donc là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'acheter des grosses volumétries chez Microsoft pour en faire du stockage Vim, brandé Vim, stocké chez Azure directement. Donc on a deux éditions aujourd'hui, Foundation et Advanced. Le premier va surtout faire du secondary backup hein, et pour répondre aux règles du 3-2-1. Et la deuxième version, c'est de l'Advanced, donc vous pouvez faire également du primary ou du secondary. Donc bien évidemment, les deux éditions vous permettent d'avoir de l'immuabilité, mais également du chiffrement. Donc la première serait du LRS et le deuxième du ZRS. La différence entre les deux, le LRS c'est sur un même data center mais sur des salles différentes et le ZRS c'est plutôt sur des zones de disponibilité et sur des data centers totalement différents. Petite subtilité, c'est que l'immuabilité est obligatoire. C'est même pas genre possible, c'est obligatoire sur Oui, 30 jours. exactement. Sur 30 jours, oui, effectivement, c'est ça. La question, c'est chiffrement avec nos clés. Non, c'est un chiffrement directement lié à Vim. Ça, C'est c'est Vim qui fournit. quand tu, oh, c'est pas dans la configuration de ton repo que tu mets ta clé sur ton job, quoi. Non, il me semble que c'est directement lié à DataVault, les clés. Ok, Chiffrement. À vérifier, ouais. Vérifier. Je vais vérifier ça après, tout à l'heure. Très rapidement ici, c'est donc l'édition Foundation vous permet de sélectionner le pays et c'est Vim et Microsoft et ou Microsoft qui va choisir la région spécifique. Et sur l'édition Advanced, c'est vous qui allez sélectionner la région spécifique. Donc là, sur une map monde, on voit un peu les régions sur lesquelles on a du Foundation et de l'Advanced, et dans quel cas ou d'autres, on a uniquement du Foundation. Donc ça, ce sont les principales régions disponibles. Et on a également des éditions, enfin des régions sur lesquelles on a du non-core région. Donc c'est la slide suivante, mon cher ami. c'est bon, tu la vois? Ouais, c'est bon, je la vois. Il y a eu une latence. Donc bon, bah, très rapidement, on va un peu parcourir l'architecture. L'architecture, elle est assez simple. Donc, on a un tenant Microsoft Azure dans lequel on va retrouver la partie Vim Data Cloud avec bien évidemment le service associé au Blob Azure et une interface Vault dans lequel c'est à partir de cette interface que vous allez créer les différents Vault Storage. Et bien évidemment, sur le côté gauche, c'est la partie Customer. Pour l'instant, Vault n'est disponible que sur VDP, donc Vim Data Platform uniquement. Sur les autres Vim Data Cloud M365 ou alors Azure par exemple, ils ont déjà leur propre stockage intégré. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir du Vault sur ces deux environnements VDC. Si on parle un peu plus de la différence entre les deux éditions, le premier permet de faire du backup copy job sur du Vault. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est vous choisissez directement le pays et ça sera du local redondance. Sur la deuxième édition, c'est du direct storage, donc qui est apparu directement en V12, la possibilité d'écrire directement sur du stockage objet. Et bien évidemment, c'est exactement la même chose que le Foundation. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est la sélection de la région possible en Advanced. Si on parle un peu de sécurité,
il y a effectivement des interactions entre le VBR. Donc le VBR va discuter directement, donc va créer une application entre ID avec l'ID d'installation du VBR. Et tout cela se fait directement dans le tenant Microsoft et vous allez pouvoir avoir votre bucket directement dans la partie Vault. Et à partir du VBR, vous allez pouvoir sélectionner parce que lorsque le VBR envoie une requête directement sur myvim.com, il envoie son ID d'installation et cet ID d'installation va vous permettre de voir uniquement les Vault storage que vous avez créés au préalable. Et donc, bien évidemment, une fois que c'est créé, la discussion se fait entre le VBR et la partie Vault au travers des certificats. Ensuite, si on parle un peu de communication, donc le chiffrement, bien évidemment, le chiffrement standard, c'est l'AES 256 pour la partie chiffrement avec le storage Vault. On a la partie HTTPS qui va communiquer avec MyVim, le portail myvim.com et la partie licence serveur. Bien évidemment, c'est exposé sur le web, hein, c'est une solution SaaS, c'est du stockage web. Donc, bien évidemment, les ports 443 et 80 doivent être ouverts pour avoir la discussion possible. Et sur la partie chiffrement, encryption, il est obligatoire, c'est la slide suivante, s'il te plaît, Baptiste. Sur cette slide, on parlera... C'est bien, tu dois enable l'encryption sur les jobs. C'est obligatoire d'enable, mais c'est toi qui l'enable sur tes jobs. Ouais, c'est une obligation. Et par contre, pour les utilisateurs de Vim qui ont déjà des backups sur du S3, le move ou le copy n'est pas possible sur les backups qui ne sont non chiffrés. Et si on parle un peu de chiffrement, ça s'appuie sur du CBC et c'est du Cyber Block Chaining. Je pense qu'on aura une question dessus par rapport au chiffrement et la méthode qui va être réalisée par rapport à l'encryption de DataVault. Et c'est moi qui ai fait des questions de bâtard. Tu lâches des CBC et c'est moi qui fais des questions de bâtard. Bon, je vous garantis, c'est pas dans les questions. Toutes les questions sont réalisées par Baptiste, hein, pour info. Oh là là, c'est un mytho. Allez, si on rentre un peu plus dans les use cases pour vous donner un peu plus de profondeur, donc l'environnement de gauche va vous permettre en fait de pouvoir écrire sur différents volts, donc volt 1, volt 2, 3, au sein d'une seule et même souscription. Donc vous êtes en capacité de pouvoir écrire sur différents storage possibles. Et si on passe sur le second use case, qui est un peu plus deep dive entre guillemets, donc là on a plusieurs VBR qui va écrire au sein du même storage vault, mais dans des répertoires différents. Donc les répertoires, bien évidemment, il va falloir les créer dans le storage vault, et puis vous allez pointer le VBR directement dans ces différents répertoires. Donc pour un peu cloisonner les différents VBR que vous avez dans votre data center. Et si on prend le meilleur des deux mondes, on a cette possibilité de mixer les environnements, donc d'avoir différents VBR et de pouvoir écrire à la fois sur le storage vault 2 et de pouvoir écrire sur un répertoire du storage vault 1 dans lequel le VBR numéro 1 écrit déjà. Et pour nos amis VCSP, on a bien évidemment cette possibilité d'avoir différents customers, donc différents tenants, avec bien évidemment le portage de cette solution Vault VCSP. Donc c'est vous qui portez cette offre Vault et c'est vous qui devez créer au préalable ces différents Vault et les distribuer sur les customers. La seule différence qu'il peut y avoir aujourd'hui, et pour l'instant c'est pas disponible, ce sera que en mode manuel. Je m'explique. En mode manuel, c'est-à-dire que vous devez non pas passer par le wizard, mais créer directement le stockage objet et pointer le VBR directement, sans passer par ce fameux wizard Vault
qui est déjà disponible depuis la 12.2 ou Ouais, 12.3. mais je crois que ce clé privée, clé publique, ils vont l'enlever, hein. Donc la seule bonne façon pérenne de le faire, c'est comme tu viens de l'énoncer, en passant par le portail et en enregistrant les VBR. C'est ça. Et donc pour un petit récapitulatif, donc slide suivante, s'il te plaît, Baptiste. Yes, je réponds aux questions en même temps, pardon. Vas-y, pas de souci. La différence qu'on va avoir par rapport à une édition community qui ne pouvait pas écrire sur du stockage objet, il fallait être au minimum sur une version supérieure. Bah là, Storage Vault, enfin Vim Vault, permet à une community édition d'utiliser ce type de stockage. 3 façons de consommer, enfin d'acheter ce Vim Vault, soit au travers de la marketplace Azure, soit auprès de votre reseller, distributeur préféré, ou alors directement sur la marketplace Vim, le Vim Online Store. Je t'arrête un peu pour répondre aux questions. Vas-y. Alors, il y a eu, alors je vais juste rapidement celles auxquelles j'ai déjà répondu. Pour HDS, vous choisissez les data centers vu que c'est dans Azure, vous choisissez les data centers de Paris. Du coup, vous avez le bénéficier du HDS de Microsoft à Paris. Est-ce que c'est bloqué? Du coup, le backup copy sur Foundation ou c'est une recommandation? Si je dis pas de bêtises, c'est qu'une recommandation, c'est pas bloqué. C'est pour une question de performance. C'est une question de performance, ouais. Exactement. C'est une Quel est l'intérêt recommandation. C'est une reco, ouais. Quel est l'avantage de Vimvault versus du on-premise comme RTSK? Règle du 3-2-1, hein, forcément, on-premise, c'est bien d'avoir un RTSK ou autre pour avoir une sauvegarde locale, mais il faut forcément externaliser en dehors de votre data center, en dehors de la production. C'est là où ça peut être intéressant de le positionner. Et je rajouterais que c'est l'avantage par rapport à une autre solution cloud, c'est que c'est sécurité par défaut. Donc dans VBR, si jamais vous vendez du Vault à vos clients, vous mettez du place du Vault ou quoi que ce soit, c'est forcément immuable, forcément chiffré. Donc déjà, il y a un côté sécurité obligatoire côté VBR, mais également c'est 100% préconfiguré, configuré correctement côté public cloud. Pas besoin d'avoir de compétences sur Azure, AWS, GCP ou autre pour configurer correctement son bucket. C'est clairement que du stockage, hein, donc on va pas non plus vous vendre des paillettes et vous dire que ça fait papa à maman, hein. C'est juste du stockage brand des Vim, c'est du stockage Azure brand des Vim. Et le troisième intérêt, il est financier, c'est de pouvoir vendre aux clients un service avec adossé, quand vous n'avez pas de stockage chez vous, adossé directement dans la même commande du stockage Vault main in Vim. Voilà, c'est juste d'avoir cette réponse globale avec un seul service, un seul support, un seul éditeur. C'est tout. Il y a pas, ça reste du stockage, hein, les gars. Donc, est-ce que c'est possible pour les VCSP, pas possible de faire porter le storage vault par le client? Aujourd'hui, non. Il y a un petit check qui est fait en fait au niveau du VBR au moment où on rajoute my.vim.com et qu'on déclare le VBR. Ça vérifie le fichier de licence si c'est le même que celui du vault. Et du coup, c'est pas possible que le client il ait un Vault en souscription, pardon, un Vault en licence VCSP rental et qu'il ait un VBR avec sa licence à lui ou inversement. Voilà, il faut que le fichier de licence soit le même que celui du Vault. Peut-on gérer la durée d'immunité sur les différents Vaults? Oui, vous pouvez sans problème gérer les différentes durées d'immuabilité, mais c'est 30 jours minimum. Vous ne pouvez pas descendre en dessous de 30 jours. Vous pouvez faire plus, mais vous ne pouvez pas faire moins. Thierry qui nous dit on peut le faire aussi ailleurs. Complètement. Alors là, je vous assure, moi on vous explique juste que ça existe, que si vous le rencontrez, si vous le voyez ou s'il y a un appel d'offres dans lequel vous êtes en concurrence contre ça, vous savez ce que c'est. Moi, je vous dis pas de le faire obligatoirement, je vous dis juste que ça existe déjà. Et c'est le prix public. Donc le prix au public, il était à 14 euros du terrain. Enfin, je crois qu'il y a un slide derrière. Mais oui, ça peut être intéressant pour un client qui n'a pas les compétences. Vous lui revendez des licences, vous lui revendez du Vault et parce que vous n'avez pas de data center pour le faire, vous n'avez pas vous-même les compétences pour le cloud public. Si vous avez votre propre contrat Azure, mais faites-le vous-même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Si vous êtes hébergeur et que vous avez déjà du stockage objet, mais gardez votre stockage objet. C'est clairement pas ces cibles-là qui nous intéressent.
Fabien qui pose la question, coût en cas de restauration depuis Vault. Alors, il n'y a pas de coût. Si tu reviens sur la slide, tu sais, sur les différentes foundations là et advanced, il n'y a pas de coût, tout est inclus. La partie ingress est inclus directement, donc c'est la slide, attends. Voilà, celle-ci. Il y a juste un coût sur la partie foundation, mais c'est 20% de fair use sur la totalité de la capacité. Sinon, sur la partie advanced, primary ou secondary backup, tout est inclus. Cela est écrit dans la partie policy, dans la partie fair use sur Internet, vous aurez plus des explications. Mais si on prend la partie foundation, comme c'est écrit, c'est pas plus de 20% sur la totalité par an de Ouais, et restauration. d'autres exactement, on me fait signe très très bon intérêt aussi. Donc on vous a dit sécurité, configuration préfaite, possibilité du coup de le bundleiser avec du Vim en n'ayant qu'un seul service de support. Mais regardez la version Advanced versus d'un cloud public. La version Advanced, elle est tout compris. Vous n'avez pas de coût de restauration, pas de coût d'API, donc vous avez un service complètement prédictible. Quand vous avez acheté 10 Tera, vous payez vos 10 Tera, one shot, je crois que c'est annuel, parce que c'est de l'achat-revente pour l'instant. Ça arrivera prochainement certainement pour les services providers, et pour l'instant c'est de l'achat-revente annuel. Et donc vous achetez de façon prédictive un truc que vous allez revendre à vos clients sans avoir à faire forcément le yo-yo de façon mensuelle en fonction des coûts des API et en fonction des restaurations qui seront faites par le client. Voilà, ça permet d'être prédictif. C'est généralement c'est ça qui est des fois qui est quand même assez intéressant. Il y a une autre question. Bon, tu as répondu, mais c'est intéressant aussi de le partager à tout le monde. C'est peut-on supprimer un stockage immuable en cas d'erreur de durée de rétention ou doit attendre à la fin de la durée? Baptiste a répondu impossible. Effectivement, le stockage, une fois que la rétention est mise à 30 jours, il va falloir attendre les 30 jours pour pouvoir que la donnée disparaisse du blob storage. Donc à aucun moment vous pouvez supprimer cette donnée-là. Donc si on parle un peu de la création, comment elle se fait, donc on va très rapidement parcourir les slides et vous montrer un peu à quoi ressemble l'interface Vault. Donc là dans cette interface, c'est l'interface Vault qui permet en fait de rajouter ce que j'appelle un bucket, c'est plutôt un blob storage, un Vault storage. Donc vous allez lui fournir un nom, choisir l'édition, et puis la partie pays dans lequel vous voulez que les données résident. Ensuite, on a sur la seconde slide, on a le VBR qui va changer, Baptiste, hein, je n'ai pas la main dessus. Ouais, ouais, pardon. Donc, Non, il n'y je a pas de réponds. souci. Si on va au-delà de ça, le VBR, tout à l'heure, je vous l'ai dit dans le cheminement en fait du process de la création de Volt, le VBR a besoin d'avoir accès à ce portail et donc il va faire une requête et cette requête, elle se fait à partir du VBR. Donc c'est vous qui allez lui donner l'autorisation et le VBR a un ID d'installation qui va être reconnu par le portail. Et c'est à partir de là, sur le portail, que vous allez pouvoir donner en fait la possibilité au VBR d'aller écrire, d'aller choisir déjà dans un premier temps la partie Storage Vault dans lequel vous allez pouvoir écrire vos données. Donc là, on est bien évidemment dans My Portal, dans le Vim Customer Portal. On a une partie Cloud Management et dans lequel on va retrouver la partie Backup Server, dans lequel on va pouvoir avoir plusieurs backup serveurs. Donc ici, une fois que l'autorisation a été donnée, on a bien évidemment le nom du backup serveur et on va pouvoir choisir le vault que vous avez créé sur l'interface web. Et par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immuabilité est, comment dire, mis d'office, donc elle est grisée cette partie-là, et c'est 30 jours minimum. Vous n'allez pas pouvoir descendre en dessous.
Et sur la dernière slide, comme je disais tout à l'heure, pour les VCSP, vous voyez, vous avez tout en bas sur la première capture d'écran, le Vim Data Cloud Vault. Ça, pour le coup, pour les VCSP, vous êtes obligé de passer par de l'Object Storage, la ligne juste au-dessus, et déclarer le Vault avec les informations nécessaires. Donc ça, c'est uniquement pour la partie VCSP. Mais en gros, ça ressemble fortement à le Wizard Vault, là, ressemble fortement à l'Object Storage, tout simplement, sauf qu'il est beaucoup plus simplifié. Et donc, je te redonne la main sur la partie Vim VDC M365, Baptiste, et je Yes, continue à répondre aux questions. ça marche. Je vais juste du coup mettre en lumière juste 2-3 questions. Si vous faites Mm. des bêtises avec l'immuabilité sur n'importe quel type de stockage qui est immuable, vous êtes bloqué, d'accord? Surtout sur du public cloud. Donc oui, il faut faire attention dans les configurations d'immuabilité. Par défaut, c'est 30 jours qu'on fait la config, mais voilà, n'importe quel type de stockage dit immuable pour de vrai, du coup, vous pouvez pas supprimer les données. Est-ce qu'il y a un moyen de revenir en arrière au moment où on arrête le Volt à expirer? Donc oui, hein, dans votre console VBR, comme tout type de stockage, vous avez les moves, vous avez les copies, vous avez les exports, donc tout ça, quel que soit votre repo, faites clic droit sur les backups, sur vos chaînes, et vous pouvez les déplacer si maintenant vous voulez sortir du Volt. Est-ce que est-ce Est-ce qu'il y a est-ce qu'on rajoute des jours? Est-ce qu'on rajoute, oui, du d'immuabilité? stockage pour comme le S3 compatible? Oui, il y a ce qu'on appelle le block generation. Je vous inviterai à le taper sur le Help Center, il y a toute la doc qui va bien. Block generation, c'est pour éviter d'avoir des coûts d'API monstrueux tous les jours. Il laisse à minima 10 jours, mais là, comme vous êtes sur une rétention de 30 jours, de toute façon, ce sera quasi invisible, puisque sur 30 jours, vous avez forcément les 10 jours qui sont déjà inclus. Tout à fait, Alexandre. Si vous avez vendu à un client de l'immuabilité et qui s'en va, il faut impérativement que contractuellement, parce que là c'est plus un problème technique, vous avez vendu de l'immuabilité, donc vous avez vendu un service contre une attaque ransomware, ce qui est aujourd'hui, et il y a eu deux jurisprudences, je crois, dans l'ouest de la France, comme quoi c'est si jamais vous proposez pas l'immuabilité à un client et que le client n'a pas eu ce choix en fait, tout simplement d'immuabilité ou de quelque chose de protection contre les ransomware, c'est défaut de conseil. Donc je vous recommande fortement de choisir une techno d'immuabilité quelle qu'elle soit, de la proposer à vos clients, quitte à ce qu'ils la refusent. Ça c'est première chose. Mais ça, je vous retrouverai les liens peut-être sur voilà, c'était défaut de conseil. Si jamais vous vendez des infrastructures aux clients et qu'il n'y a pas des technologies anti-ransomware d'immuabilité. Première chose. Deuxième chose, du coup, si votre client décide de s'en aller avant la fin de votre contrat et donc d'expiration des backups, etc., il faut que dans votre contrat, vous prévoyez une clause qui fait que s'il part, il doit payer l'immuabilité jusqu'à expiration. Vu que c'est prédictif, vous savez que, je sais pas, il a 1 an, 7 ans, 7 ans de volumétrie, ça fait tel prix, facture one shot au moment de son départ, de résiliation du contrat. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas avoir une solution qui est extrêmement sécurisée contre les attaques ransomware que personne ne peut altérer, et en même temps dire bah, je veux la supprimer quand le client il part. Sinon, on est complètement, c'est le chat qui se mord la queue. Donc c'est juste pas technique qu'on le résout ce problème-là, c'est contractuellement qu'il faut le résoudre. Le chiffrement du Vault est-il en PMK natif ou en CMK Customer? C'est vous qui la traitez, la clé Vault, d'accord? C'est dans votre VBR, donc dans Vim Backup et Application, quand vous créez votre job, c'est la clé qui est assignée sur le job qui sert à chiffrer les backups hébergés dans le Vault. Et Dernière question, Maxime. Quand on arrête les services, que deviennent les data? Le client doit-il effacer ou un certif de suppression des buckets? Aucune idée. Alors, je sais que tu n'as plus accès à ton bucket, que derrière, la période de rétention va disparaître et elles vont être supprimées automatiquement par Vim. Est-ce qu'il y a un certif de suppression du bucket? C'est une très bonne question qu'on peut noter.